Merci Mario Barognon pour son brillante présentation. Alors, j'ai deux questions. Plus fort. J'ai deux questions. Ça va là? Alors, tu nous as expliqué ce que comment le philosophe peut s'emparer de l'objet qu'est la mode. Et moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est qu'est-ce que le créateur peut dire à la philosophie? Mais écoute, je suis très contente que tu me poses cette question, parce qu'en fait, moi, c'est une question sur laquelle je m'intéresse beaucoup. C'est l'inverse, effectivement. Donc, le créateur par rapport à la mode, comme tu le dis. Eh bien, écoute, à la fois beaucoup et pas beaucoup de choses sur ce que le créateur peut nous apporter. Alors, c'est certain que si on pense à des créateurs qui se veulent délibérément, j'aime pas trop le mot, mais des créateurs conceptuels, et là, il y a des créateurs qui me viennent tout de suite à l'esprit, Martha Margiela au début ou Sen Chalayan. On a l'impression évidemment que la mode devient, en tout cas dans certaines de leurs créations et surtout dans certaines de leurs démarches qui sont aussi parfois plus artistiques, de proposer une réflexion pas tant sur la mode et le vêtement, mais sur le monde. Donc là, on pourrait presque dire que le créateur est un philosophe. En même temps, je trouve que si on se concentre trop là-dessus, on oublie aussi le travail du créateur, qui n'est pas en fait, qui n'a pas, je dirais, c'est même pas une question de prétention ou d'agenda, mais le créateur est dans un processus où il interagit avec sa matière, il propose, on va dire, des modèles, il propose des coupes, des tissus, des textures qui agissent à l'intérieur d'une logique de la mode. C'est-à-dire que le créateur sait d'emblée, je ne suis pas créateur, mais j'espère en tout cas comprendre la logique des créateurs, qu'il intervient à l'intérieur de la dynamique qui est la sienne. Donc, faire du créateur un philosophe, c'est lui imposer une tâche qui ne serait pas simplement injuste et malhonnête, mais qui n'est pas le propre même de la demande de la mode. Par contre, je pense ce qui est intéressant, enfin en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire, ce qui m'amuse, c'est de lire le travail des créateurs, en tout cas l'interpréter comme on pourrait interpréter une œuvre musicale, littéraire ou artistique. Voilà. Et je pense que ce qui est formidable dans le vêtement, c'est qu'aujourd'hui, les créateurs ont une telle, je dirais, liberté de créativité. Alors certains diront que non, parce qu'il y a un formatage, etc. Mais qu'on peut s'inspirer des créations pour dire beaucoup de choses. Voilà. Et des choses qui dépassent la logique elle-même. Ce qui me fait dire aussi, parce que c'est quelque chose que je déteste, parce que j'écris aussi beaucoup sur le cinéma, qu'il ne faudrait pas se limiter à l'intention de l'auteur, qu'à ce moment-là, on passe à côté de beaucoup de choses et de toute une poésie du vêtement. C'est-à-dire qu'on peut aussi lire des défilés, lire des collections, lire des démarches, même des modes de fabrication, comme des tentatives de transformation du monde, de transformation des concepts. C'est-à-dire que, et en même temps, il y a ce défi de ne pas plaquer des concepts tout faits, joliment polissés sur la création des designers. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a une richesse dans la création textile qui, en tout cas, moi, m'inspire énormément et me permet d'aller sur des chemins que d'autres matériaux ne me permettraient pas de faire. Voilà. Donc je dirais que c'est intéressant de mettre ensemble mode et philosophie, mais il ne faut pas les confondre. Parce que il y a, je dirais, le philosophe, alors, ceci dit, je dis ça, mais on pourrait aussi se demander dans quelle mesure le philosophe est un créateur et un designer, sans passer pour autant par toute la métaphore du vêtement, de tisser des concepts, de retourner les choses, de les renverser, de les recoudre, de les transformer. Mais voilà, il y a un processus de créativité qui est lié aux deux, mais je dirais que la logique dans laquelle ils opèrent n'est pas la même. Et que donc il ne faut pas mettre, comme on dit en français, tout dans le même panier. Est-ce que ce n'est pas aussi une question, tu as commencé ton exposé en disant la difficulté, c'était des champs de la mode et de la philosophie, qui avait une résistance. Est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait que la mode et
et la philosophie sont dans deux temporalités tout à fait différentes. La philosophie étant, supposant une temporalité très étendue, alors que la mode étant par définition ce qui se démode, donc ce qui change, ce qui doit changer perpétuellement, ce qui est lié, connecté, qui doit être en phase avec l'air du temps, avec l'énergie du temps, avec l'énergie de notre vie de tous les jours. Et la philosophie, par définition, elle met ça à distance, elle pense à distance, elle met une certaine distance. Alors oui, mais on pourrait aussi renverser la chose. Tout d'abord, on pourrait dire, il est aussi, je pense, en tout cas aujourd'hui, illusoire de croire que les philosophes et la philosophie n'est pas dans la logique de la mode. Il y a des sujets de philosophie à la mode, il y a des philosophes à la mode. Là, évidemment, je ne parle pas de mode vestimentaire, je parle de tendance. Donc voilà, il y a aussi cette volonté, évidemment, de faire époque, de travailler sur des... Je veux dire que l'outillage du philosophe est un outillage atemporel, on va dire, mais il y a une temporalité du philosophe et des concepts. Ça, c'est indéniable. En même temps, on peut dire aussi du côté des créateurs, et c'est une dialectique que je trouve très intéressante et productive, c'est qu'il y a la volonté du créateur d'innover. Évidemment, on peut se demander de quelle innovation il s'agit, de quel changement s'agit-il, mais en même temps de faire histoire aussi. C'est un exemple tout simple, mais le style d'un créateur est à la fois lié à une époque déterminée, mais le fait même de parler de style d'un créateur veut dire qu'il y a déjà aussi une façon de dépasser cette temporalité elle-même. Donc je dirais que c'est un petit peu, c'est plus très réaliste dans le champ complexe à la fois de la mode et de la philosophie de croire qu'il y a temporalité de l'instant d'un côté et atemporalité de l'autre. Voilà, je pense que c'est les plus valables aujourd'hui. Et surtout dans le cas de pop philosophie et dans le cas de la transdisciplinarité qui influe énormément le champ de la mode. C'est-à-dire que le champ de la mode travaille avec d'autres disciplines, en fait a toujours travaillé avec d'autres disciplines, et le champ de la philosophie aussi, qui ne fait plus que qui dépasse l'exégèse du texte et du concept, mais qui essaye justement de commenter le monde et commenter des objets et des modes qui ne sont pas propres à son outillage d'origine. Alors, un autre point que tu as évoqué, peut-être que tu auras envie de le développer ou de le poursuivre, c'est que tu as parlé du rôle à la fois émancipateur de la mode, qui en effet a joué qui me semble, a joué un grand rôle. Je pense notamment à certains créateurs au début du XXe siècle, et notamment pour la femme. Et en même temps, il me semble qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'extrêmement castrateur. Absolument. Et cette dictature de la mode, je le dis d'autant plus que j'ai une fille qui a 19 ans et je suis effarée de voir à quel point c'est omniprésent. C'est une espèce de terreur comme ça. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as développé ou tu as aussi développé? Mais je ne sais pas, c'est pas quelque chose que j'ai développé parce que je pense que cette dialectique, cette tension, elle est constitutive de la mode. C'est-à-dire que je pense que la mode ne sort jamais de ça. C'est à la fois ce qui fait toute sa laideur et toute sa beauté, je veux dire. C'est qu'elle est dans cette tension. Tu parlais de l'exemple de l'adolescence, mais je pense que l'adolescence, c'est justement je ne veux pas faire de la psychologie simpliste, mais c'est un moment justement où on est aussi dans cette tension de soi. Et je crois que la mode permet de stigmatiser, elle stigmatise justement un petit peu ça. Tu le disais aussi dans ta proposition avec l'exemple de ta fille, que la mode est partout. Oui, effectivement, elle est partout. Et donc, dans ce sens-là, c'est vrai que plus que jamais, elle nous ramène toujours à cette tension de liberté et de servitude. Mais je pense, une fois de plus, c'est quelque chose qui a toujours été constitutif de la mode, mais qui ne se restreint pas au champ de la mode. Cette liberté et cette servitude, elle s'étend à d'autres champs que celui de la mode. Mais il est particulièrement apparent et dévoilé dans le champ de la mode. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel aussi les créateurs doivent jouer. Ils sont conscients de la liberté qu'ils peuvent offrir, mais aussi de l'aliénation qu'ils peuvent indirectement proposer par leur création. Et surtout de cette dynamique de la société, ça a l'air aussi de des grands termes, qui joue avec ça également, je crois.
C'est-à-dire que, pour répondre plus simplement à ta question, il y a une logique liberté et soumission qui est propre à la mode, mais qui n'est pas limitée à la mode et qui justement nous oblige, inconsciemment ou inconsciemment, de trouver des champs de contestation à l'intérieur de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant d'observer, c'est que parallèlement à cette tension, on n'a jamais vu autant de modes contestataires, parce qu'en fait ça va toujours ensemble, c'est ça qui est intéressant. Il y a une uniformité de la mode qui en fait a presque toujours existé, et en même temps il n'y a jamais eu autant de styles différents, autant d'hétéroclites. Mais voilà, comme il y a cette uniformité de la mode, elle semble balayer tous ces champs contestataires, mais qui sont moins visibles, puisque la mode devient un peu l'index de la représentation